Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre et nous allons parler de la dyspraxie. La dyspraxie, c'est un trouble de l'acquisition de la coordination motrice. On en trouve 8 types. Alors, cette carte mentale, c'est une carte mentale qui vient du site numéro 1 Scolarité, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui a été réalisé par Françoise Chez. Donc, comme je vous le disais à l'instant, on trouve 8 types de dyspraxie. Alors, à savoir, petite généralité, que tous les dyspraxiques ont des difficultés d'automatisation. Donc, c'est toujours un peu de la semi-automatisation. Par exemple, moi, il m'arrive parfois, quand je suis trop fatiguée, de me demander, mais au fait, comment on fait pour marcher? Voilà, un exemple très concret. Également des problèmes avec... en fait, on a du mal à être multitâche, à faire deux choses à la fois. Par exemple, l'écriture, là, on voit qu'il y a une dysgraphie. On va avoir du mal à la fois à écouter, à comprendre ce qui est dit et à écrire, puisqu'on va devoir se focaliser sur l'écriture. C'est pour ça que souvent, chez les dyspraxiques, on en reparlera dans une autre vidéo, mais souvent chez les dyspraxiques, il est conseillé d'avoir un ordinateur en classe à partir de la 6e, quoi. Parce que parfois, c'est très compliqué. Et donc, finalement, l'ordinateur, le fait de taper au clavier sans forcément regarder le clavier, ça va permettre d'instaurer un petit semi-automatisme et finalement de libérer cette voie cette zone du cerveau qui n'était pas possible avant. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc, les dyspraxies, on en a 8. On a notamment la dyspraxie constructive qui concerne tout ce qui est activité liée à l'assemblage. La dyspraxie constructive visio-spatiale, donc, qui vient de tout ce qui est difficultés motrices du globe oculaire. Des difficultés comme la dysgraphie, voilà, que vous connaissez déjà. La dyspraxie d'habillage, qui concerne le fait d'enfiler des vêtements. La dyspraxie idéatoire, donc des difficultés à réaliser des gestes, des manipulations d'outils. La dyspraxie idéomotrice, que je n'ai pas d'ailleurs, parce que j'arrive à faire des gestes, j'arrive à faire des mimes. La dyspraxie non constructive, qui induit une impossibilité en fait d'exécuter des gestes qui se suivent. Et enfin, une dyspraxie orofaciale qui induit des difficultés d'expression, notamment au niveau de l'articulation. Voilà. Alors, je ne vais pas vous redécrire toutes ces dyspraxies, évidemment. Je vais vous donner en fait 3 aspects de la dyspraxie qui sont très présents dans les 8 dyspraxies que nous avons vues, sachant que de toute façon, en général, une dyspraxie ne vient pas... souvent, il n'y a pas une seule dyspraxie. On a souvent plusieurs. Voilà. Donc moi, par exemple, je ne les ai pas toutes, mais presque. Voilà. En ce qui concerne les gestes, on est souvent maladroit. Donc souvent maladroit, c'est-à-dire qu'on casse beaucoup de choses, peut-être pas beaucoup de choses, mais on va avoir tendance à faire tomber certaines choses. Petite anecdote amusante ou pas, ça dépend. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais en primaire, je faisais tomber ma règle assez souvent parce que du coup, forcément, l'espace de ma table était très mal organisé. Donc, je foutais le bordel sur mon bureau concrètement. Et donc, ma règle tombait souvent parce que j'avais des gestes soit trop amples, soit je donnais des coups de coude sans le faire exprès. Et donc, en fait, je faisais tomber ma règle, surtout qu'elle était en métal. Ma maîtresse me haïssait à cause de ça. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Donc, il y a cette maladresse qui fait qu'on se cogne et qu'on tombe souvent, parfois. Donc, moi, il m'est souvent également arrivé de marcher maladroitement sur des pavés et de me faire plein d'entorses à la cheville. Youpi. Voilà. On a également des difficultés de coordination des gestes. Je m'explique. Par exemple, quand vous nagez, l'apprentissage de la nage, notamment de la brasse, c'est très compliqué parce que vous avez à la fois les jambes et les bras.
à faire bouger en même temps. Donc ça, c'est vraiment très très complexe. Ensuite, on a donc toujours avec la coordination des gestes, parfois pour certains des difficultés à comment dire, notamment lors de l'apprentissage de la conduite, parce que faut coordonner à la fois le regard et les pédales et notamment ce qui est le plus compliqué, enfin moi ce qui m'a semblé le plus compliqué quand j'ai appris à conduire, d'ailleurs je n'ai pas mon permis parce que ma dyspraxie est trop importante, mais rassurez-vous, il y a beaucoup de dyspraxies qui ont leur permis, ça voilà, mais l'idée en fait c'est que moi ce qui a été vraiment compliqué pour moi lors de la conduite c'était tout ce qui était comment on appelle ça, passer les vitesses, voilà. Avec une boîte manuelle, c'était vraiment compliqué pour moi. Ensuite, on a également des difficultés à enchaîner des gestes. Donc ça s'est vu pour moi notamment lorsque je faisais de la danse. En fait, j'arrivais pas à enchaîner plusieurs gestes à la fois. J'avais du mal. Et donc du coup, j'étais plus lente. En fait, la première année, j'étais avec des filles qui étaient de mon âge. Et on voyait la lenteur par rapport à ces filles-là, en fait. Et, du coup, ouais, c'est vrai que, par exemple, j'ai du mal à faire la roue. Enfin, je sais même pas faire la roue, en fait. Je sais pas faire la roue parce que c'est un enchaînement que j'arrive pas à enregistrer. Mon corps, j'ai du mal avec tout ce qui est, voilà, comment on dit, la proprioception. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, notamment pour un dyspraxique. Mais voilà, les enchaînements de gestes, c'est très compliqué. Apprendre une chorégraphie, par exemple, c'est très compliqué. Voilà. On a des alors, pas moi, mais ceux qui ont une dyspraxie idéatoire, si je ne me trompe pas, ils ont des difficultés à mimer. Heureusement que moi, je ne l'ai pas, parce que sinon, je serais très embêtée par rapport à ma dysphasie. Voilà. Également, des difficultés dans l'habillage. Alors ça, imaginez-vous avoir des gants de ski et mettre une chemise, donc fermer les boutons de la chemise. La dyspraxie de l'habillage, c'est à peu près ça. C'est avoir des gants de ski puis essayer de s'habiller. Voilà. Parfois, ça va même jusqu'à avoir des difficultés à faire ses lacets. Moi, je sais les faire, mais j'ai mis du temps avant de savoir les faire. Ça va être des difficultés aussi, par exemple, à enfiler un vêtement. Enfiler une fermeture éclair aussi. Ça, fermer une fermeture éclair, c'est compliqué pour un dyspraxique. Ça a l'air simple comme ça, mais si on n'a pas un gros pompon ou une connerie comme ça, enfin peut-être pas un gros pompon, j'exagère, mais souvent pour fermer avec une fermeture éclair, c'est compliqué parce que c'est le premier geste en fait qui est compliqué. Le fait de devoir mettre dans l'encoche la fermeture, et après on zip. Après le zip, une fois qu'on a bien en main je sais même pas comment ça s'appelle, mais le truc pour fermer, ça va. Mais c'est au début que c'est compliqué, quoi. Voilà, donc difficulté d'habillage et puis également à savoir l'envers de l'endroit, voilà. Enfiler un moto, c'est aussi compliqué. Voilà, le quotidien d'un dyspraxique. On a également donc du coup de la lenteur dans les gestes, hein. Ça paraît logique. Puisque faire un geste nous demande énormément d'efforts. On va avoir également des difficultés d'articulation des mots. Donc, tout ce qui est... alors, petite anecdote assez marrante, c'est que actuellement j'ai 27 ans, ça fait bientôt... tac, 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 ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans qu'en fait je sais sourire. Je sais vraiment sourire. Avant, je savais sourire, mais pas tant que ça en fait. Mes muscles n'étaient pas assez... n'avaient pas les fonctions pour apprendre à sourire instinctivement. C'est-à-dire que, en fait, pendant quelques années, j'ai été obligée
Donc, suite à en fait une séance d'orthophonie s'est avérée très efficace puisque on me donnait des exercices à faire. Par exemple, je devais dire exagérer le i ou. Et donc, du coup, ça m'a permis de muscler mes joues en fait. Mes joues n'étaient pas assez musclées pour que je sache sourire instinctivement. Voilà. C'est assez compliqué à exprimer comme situation, mais voilà. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens me disaient ouais, tu sais pas sourire, tu sais pas sourire, ouais, ou tu souris jamais, mais parce que je ne savais pas sourire. Et donc ça m'a valu beaucoup de méchanceté de la part des gens parce que bah ils comprenaient pas pourquoi je ne savais pas sourire. Mais moi je ne comprenais pas forcément, je l'avais pas forcément. En fait, j'avais pas forcément conscience de cette difficulté. Mais bref, maintenant je sais sourire. Voilà. On a également des problèmes de motricité fine, donc des difficultés dans tout ce qui est motricité 1, 2, 3. Motricité fine, pardon. Donc, par exemple, des difficultés, notamment à couper du papier avec un ciseau, à plier. Non, plier, c'est pas de l'ordre de la motricité fine, n'importe quoi. Plier, c'est plus des gestes, du coup. Mais bref, motricité fine, on a également une dysgraphie, voilà. Donc, mauvais geste pour prendre le crayon, tout ça, on l'a déjà vu. Et également une dyscalculie visio-spatiale, donc avec des difficultés, notamment par exemple à tracer un trait droit avec une règle. Oui, tu prends une règle. Voilà. Bah, en fait, la règle, tu la fais bouger et puis voilà. Voilà, ça donne un trait pas droit pour un dyspraxique. Donc, dyscalculie visio-spatiale, on l'a vu il y a quelques temps, donc je repasse pas là-dessus, mais vous savez à peu près à quoi vous attendre. Et enfin, on a des difficultés avec le trouble du regard, notamment le fameux trouble de regard qui parfois engendre des dyslexies, une dyslexie notamment visio-attentionnelle, dont je ne vous avais pas forcément parlé d'ailleurs lors de ma vidéo sur la dyslexie. Mais la dyslexie visio-attentionnelle, elle va provoquer en fait un trouble du regard, c'est-à-dire qu'en fait le regard d'un dyspraxique n'est pas linéaire, et donc c'est pour ça qu'en fait eh bien forcément il y a des mots qui vont passer à la trappe. On va avoir besoin de prendre par exemple nos doigts, de prendre notre doigt, ou alors une règle prévue à cet effet, une règle pour lire, pour cacher en fait les lignes du dessous, parce que les lignes se mélangent. Une petite anecdote que je peux vous ressortir, une fois j'étais en maths, en contrôle de maths, et donc en fait, première ligne, on avait une opération genre A machin, A égale donc A parenthèse, donc on a tel calcul, et B on a juste en dessous B et tel calcul. Eh bien moi j'avais mélangé le premier de l'opération A, le premier membre de l'opération A, et le deuxième membre de l'opération B, parce que mon regard n'était pas linéaire, il avait fait une diagonale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fréquent chez un dyspraxique, qui nécessite notamment de l'orthophonie. De l'orthopsie, pardon. Donc, voilà, de rééducation orthoptique. Voilà, donc ce trouble de regard, il est vraiment très, très... Il n'est pas gentil, en fait. Voilà. Ensuite, on a des difficultés d'orientation dans l'espace, dues aussi au trouble du regard. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il y a des lieux qu'on connaît, mais où on est capable de se perdre. Ça m'est déjà arrivé. Ça vous fait bizarre parce que vous dites « Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé ?» Par exemple, un coin qui est en travaux. Un quartier qui est en travaux et que vous avez de l'habitude que c'est pas en travaux. Et ben là, franchement, c'est compliqué parce que vous dites mince, où est-ce que je vais passer parce que vous connaissez pas. Vous n'arrivez pas. En fait, il y a aussi un problème de mémoire visuelle. En fait, avec ce trouble du regard, il y a un problème de mémoire visuelle qui est parfois énorme. Parce que vous posez des choses, et vous savez pas en fait
où est-ce que vous les avez posées parce que vous n'avez pas les images, vous n'arrivez pas à avoir les images parfaites du truc, quoi. Bref, ensuite, on a également des difficultés dans les jeux de balles. Alors, ce que j'appelle les jeux de balles, c'est comme par exemple le basket, où une fois, petite anecdote encore, je peux vous donner plein d'anecdotes en fait avec la dyspraxie, c'est assez marrant. Euh, une fois, j'étais donc en cours de basket en seconde, parce que en fait, le sport qu'on faisait, c'était du basket. Bon, après, on a fait de l'athlétisme, etc. Mais voilà, le basket. Hein. Le basket, je me suis retrouvée à me reprendre un ballon dans la tronche parce que j'avais pas vu arriver le ballon. En fait, il y a une mauvaise appréciation aussi des distances. Une mauvaise appréciation des distances par rapport à la balle. En fait, on n'a pas le bon angle de vue. Enfin, c'est très compliqué en fait. Donc, on voit pas forcément la balle arriver. Et donc, voilà, je me suis retrouvée avec les lunettes cassées, une bosse sur le front, mal au nez. Bref, voilà. Heureusement, l'assurance de mon camarade qui m'avait envoyé le ballon sans le vouloir. Hein. Mais heureusement, l'assurance a pu payer les dégâts. Mais voilà. Donc, voilà. Les jeux comme, alors je sais, le badminton, c'est pas une balle, c'est un volant. Le badminton, c'est compliqué pour moi parce que du coup, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est le fait de toucher la balle en même temps de savoir la distance, en fait, d'apprécier la distance par rapport à la balle, savoir avoir le bon geste pour. Alors ça, c'est aussi par rapport à la synchronisation, la coordination des mouvements. Mais voilà, il y a ces problèmes de jeu. Alors, un de mes jeux, l'antonyme du préféré, hein, un des jeux que je déteste, c'était à l'époque, même encore, hein, là-bas le prisonnier. J'étais nulle à ça. Bref. Donc voilà, les jeux de balle, tous les jeux de balle, quoi. En fait, le handball, voilà. Ça, c'est dangereux pour les dyspraxiques. Enfin, ça dépend, en fait. Il y en a qui y arrivent bien, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Mais moi, par exemple, j'avais eu 6. La plus mauvaise moyenne de sport que j'ai eue, je crois que ça doit être 6 de moyenne. Peut-être même un peu moins, je sais plus. Et en fait, du coup, il s'est passé que j'étais tellement mauvaise en sport, enfin, par rapport à ce qu'on me demande, par rapport au niveau demandé en sport, hein, par rapport à mon âge, disons, en fait, au bac, on m'a dispensé de sport pour que je n'ai pas à en pâtir de mes difficultés en sport au niveau du bac. Sinon, ça m'aurait planté et j'aurais pas pu avoir mon bac à cause de ça. Donc voilà, il y a des aménagements qui sont possibles, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Également des difficultés d'organisation par rapport à ce trouble du regard, parce que finalement, on est là, on est devant un capharnaüm de bordel. On a beaucoup de bordel sur notre bureau. C'est un peu... c'est le bordel, quoi. Il y a plein de choses. On arrive à se retrouver dans notre bordel. C'est ça qui est énorme. Mais dès qu'on range, on a du mal à retrouver les choses. Ça peut parfois être du mal à retrouver des clés, à trouver des papiers, à classer aussi. Il y a des difficultés de classement. À pas perdre les choses, voilà. C'est des problèmes d'organisation qui sont assez... qui parfois sont un peu anxiogènes parce que finalement on se cherche mince. Par exemple, tu mets du noir sur noir. Une fois, ça m'est arrivé de mettre mon téléphone noir sur un truc noir. Là, je vois par exemple mon truc antidérapant, il est noir. J'avais mis mon portable dessus, je le voyais pas. Voilà. Ensuite, on a des difficultés dans les activités d'assemblage. Alors, ce qu'on appelle les activités d'assemblage, ce sont les activités telles que, par exemple, le bricolage, la couture, ou également faire des puzzles. Ça, faire des puzzles, c'est très compliqué pour un dyspraxique. Tout simplement parce qu'on aurait du mal à voir par rapport à la forme, à se dire, tiens, on doit mettre telle forme là, ça, cette pièce, ça va aller là. Ça, c'est très compliqué pour un dyspraxique.
Voilà, donc toutes les activités de bricolage, de couture, moi je ne sais pas coudre un bouton. Pourtant j'ai déjà essayé, mais c'est très compliqué. Ça, ça demande également un effort de concentration aussi, un effort de geste en fait. Tout est, tout est vraiment dans la couture par exemple. Voilà, tout est vraiment coûteux en effort, en énergie pour un dyspraxique. Voilà. Alors, concrètement, combien de personnes sont concernées par la dyspraxie en France? Donc là, j'ai mis par rapport aux enfants, parce que j'avais pas forcément de données sur les adultes, mais ça concerne à peu près 3% des enfants scolarisés en France, donc c'est déjà pas mal. Et donc, concernant les célébrités dyspraxiques, nous avons notamment le petit Daniel Radcliffe. Et oui, alors, pour les fans d'Harry Potter, peut-être que certains fans d'Harry Potter que je connais vont regarder cette vidéo d'ailleurs. Donc pour les fans d'Harry Potter, ou même pas, si vous n'êtes pas fan, c'est pas grave, on s'en fiche, mais c'est pour la petite anecdote. Ce jeune Daniel Radcliffe, quand il était jeune, donc lors du premier film Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, il y a une scène typique où on voit notre petit Daniel qui est là en train de faire la cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça se situe à peu près dans les débuts dans les débuts du film. C'est l'anniversaire de Dudley, donc son cousin. Et donc la tante Pétunia lui demande de faire la cuisine, ouais, du bacon, machin et tout. À un moment, on voit notre petit Daniel qui est en train de faire la cuisine et qui a tendance... Il n'a pas fait tomber le bacon, mais il a failli faire tomber. Et ça, une des premières fois que mon père a regardé ce film-là, il a dit, mais c'est pas possible, le gamin, il est dyspraxique. Et effectivement, donc vers le 4e film Harry Potter, donc vers le 4, en fait, Daniel Radcliffe a avoué qu'il était dyspraxique. Donc voilà, comme quoi la dyspraxie se manifeste aussi donc justement dans le cinéma. On avait également comme acteur l'acteur Robin Williams qui notamment on le voit très bien dans Jumanji, était très atteint de la dyspraxie. Alors on voit également des artistes, donc des chanteurs qui font notamment également un instrument de musique qui sont dyspraxiques. Donc tout est possible. Alors, pas sûr, mais soi-disant que Mozart aurait été dyspraxique également. Et au niveau scientifique, peut-être, mais c'est pas sûr, peut-être que Isaac Newton aurait été justement dyspraxique. Et ça, c'est fort. Quand on voit tout ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Quand on voit le potentiel de ces personnes, c'est quand même énorme. Voilà. Donc, bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. À bientôt!